vous êtes avec nous. Merci beaucoup Alain Bauer. Le ton tourne à l'aigre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Cela peut-il aller jusqu'à l'affrontement ? En tout cas, tous les signaux sont au rouge entre les deux puissances tout à coup. Écoutez Trump qui dit « On va livrer davantage d'armes aux Ukrainiens contre les Russes ». Monsieur le Président, avez-vous l'intention d'envoyer plus d'armes à l'Ukraine ? Nous allons envoyer quelques armes supplémentaires. Nous devons le faire. Ils doivent être en mesure de se défendre. Ils sont frappés très durement maintenant. Nous allons devoir envoyer plus d'armes, oui. Des armes défensives principalement. Alain Bauer, que se passe-t-il ? Donald Trump, il a une logique business qui est l'art du deal rapide. C'est le temps est pour lui un ennemi permanent. Donc, il faut que ça soit rapide et efficace. Donc, je dis un truc le matin, il faut que ça soit résolu l'après-midi, voire le lendemain. Et donc, quand ça dure, ça dure. Il a deux ennemis, les réunions multilatérales, il déteste ça, et les dispositifs où il a quelqu'un qui ne répond pas à la demande. Donc, Jerome Powell à la Fed répond pas à la demande. Je vais te virer très vite, et dès que je peux te virer, je vais te virer. D'ailleurs, je lance déjà les annonces pour le remplacement. Alors, il ne peut pas le remplacer, puisque c'est une nomination vraiment à temps précis, mais il montre bien son exaspération. Il a désormais le même problème avec Vladimir Poutine, parce qu'il a cru pendant longtemps que le problème était Joe Biden. Vous noterez que depuis, sur à peu près tout ce qui marche pas aux États-Unis, c'est la faute à Biden. Là, c'est de moins en moins la faute à Biden et plus la faute à Poutine, dont il comprend à la fois la nature perverse, rusée, matois, menteur, enfumeur. Et donc là, il est dans la phase j'ai essayé d'être gentil, j'ai essayé d'être moitié gentil, moitié méchant. Et ben là, je vais montrer ce dont je suis capable. Ceci dit, sur l'affaire ukrainienne, Biden et Trump ont la même idée. C'est un emmerdement inutile. Le sujet est l'Indo-Pacifique. Tout ça nous évite de nous occuper des choses sérieuses. Donc, on essaye de s'en débarrasser vite, ça marche pas. Bon, on va essayer une autre méthode qui est je vais réaugmenter le niveau. On voit bien d'ailleurs exactement dans le fil de ce que vous dites comment les Ukrainiens et les Européens essaient d'attirer Trump sur ce terrain-là en lui disant, vous voyez, les Russes et les Chinois sont d'accord, donc si vous voulez combattre les Chinois, combattez les Russes avec nous. Oui, mais les Chinois ont donné l'élément qui manquait. La déclaration du ministre des Affaires étrangères qui dit en fait nous soutiendrons la Russie jusqu'au bout car c'est le seul moyen que nous récupérions Taïwan. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est intéressant de voir que les deux sujets de ces livres sur les coulisses de la réalité sont rattachés en fait au même élément, c'est-à-dire une reconstitution du monde qui était ce que Brzezinski, l'architecte du chaos, parce que c'est quand même à lui qu'on doit et l'Afghanistan et l'affaire ukraino-russe, avait imaginé qui était sortir la Russie du jeu impérial pour n'en faire qu'un petit pays. Là, la Russie se reconstruit comme un empire en s'alliant avec l'autre empire que les Américains n'avaient pas vu vraiment venir en pensant que tout ça ne serait que du business, et ils se rendent compte que les empires ont une histoire. Et en fait, nous vivons la revanche, je dirais même la vengeance de l'histoire et de la géographie. Le retour des empires, l'Empire ottoman, la Turquie, l'Empire perse, l'Iran, l'Empire chinois, et puis ce empire qui ne veut pas mourir, qui est le russo-orthodoxe. Est-ce que Trump peut revenir aux fondamentaux républicains classiques, quand même assez anti-soviétiques, anti-russes, anti-communistes, même si ça n'est plus le communisme qui est au pouvoir à Moscou. Il y a cet audio qui a été retrouvé, cette déclaration qui a été retrouvée par CNN, c'était lors d'un rassemblement de donateurs pour l'élection présidentielle en 2024. Où Trump aurait affirmé avoir menacé le président de la Russie, Vladimir Poutine. J'ai dit à Poutine, dit-il, si vous entrez en Ukraine, je vais bombarder Moscou à mort. Je vous dis que je n'ai pas le choix. Il a dit, ça n'est pas possible. J'ai dit, si, c'est possible. Il m'a dit, je ne te crois pas. Mais en réalité, il m'a cru à 10%. Alors, c'est du Trump pur sucre avec le mélange un peu hableur, un peu joueur, etc. Mais est-ce que ça révèle un fond ? Je ne crois pas que c'était en 2024, par ailleurs. C'est la déclaration date de 2024, oui, visiblement. C'est ce que CNN dit. Oui, je crois que c'était un peu plus... Enfin, la révélation est peut-être de 2024, et je crois que ça date de 2020 par là. Qu'est-ce que ça révèle sur le Trump qui pourrait retrouver, au fond, une tradition républicaine assez anti-russe ? Non, mais Trump, il n'a pas de tradition républicaine. Trump, il est Trump. Le reste n'existe pas. Il a maté le parti républicain, il en a pris le contrôle, le pouvoir. Il n'y a quasiment plus de républicains historiques disponibles. Les seuls qui sont encore là expliquent qu'ils ne se représenteront pas la prochaine fois après une sorte de baroud d'honneur où se font battre aux élections primaires par des vrais Trumpistes de la base MAGA. Non, là, il veut affirmer que maintenant, il en a vraiment
ras-le-bol, et donc soit il se retire, ce qui permet d'affaiblir les Européens, mais il se dit, donner un tel pouvoir à la Chine, qui est une sorte d'étouffeur ottoman. C'est la Chine veut la Sibérie. Elle veut récupérer les matières premières, tout ce qui est disponible, parce que pour elle, c'est un enjeu de survie et de développement dans son contrôle total des terres rares et des hydrocarbures. Et deuxièmement, il se dit, oui, mais en fait, il faut que je déconnecte la Russie de la Chine. J'ai essayé, ça marche pas. La période gentil flic a pas marché, je vais faire méchant flic. Mais c'est Trump par rapport à Trump. La doctrine républicaine, il n'y a plus de républicains pour la mettre en avant. Ils ont soit disparu, soit ils sont hors service, et l'équipe qui est autour de Donald Trump écoute Donald Trump. À part sa directrice de cabinet, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, qui est le seul homme dans la pièce, comme il le dit, Mme Wiles, le reste est aujourd'hui totalement inexistant. Il reste Stephen Miller, qui lui s'occupe des 7 000 milliards de dollars, parce que la guerre, elle est économique et financière. Hein. Le sujet essentiel, il est aussi celui-là. Comment financer l'immense déficit budgétaire colossal américain, qui est renforcé par le Big Bill, le Big Beautiful Bill qu'il vient de faire voter à l'arraché, mais qu'il a réussi à faire voter. Donc, ces éléments cumulés amènent à plusieurs guerres en même temps. Trump gère toutes ces guerres dans une logique qui est je veux gagner, je prends tous les moyens qu'il y a de gagner, soit je négocie, et il veut sortir de TACO. Trump's always chills out, c'est-à-dire Trump recule toujours. Trump est une poule mouillée, ça l'agace. Il a commencé à régler cette question avec le bombardement de l'Iran, genre je peux le faire, et il s'est dit en fait ça marche pas si mal. Y a-t-il prévu ? C'est la question, effectivement. Ce qui s'est passé en Iran, est-ce que ça lui montre une opération maîtrisée dans le temps ? Il faut lui donner ce crédit. Il a arrêté. Et est-ce qu'il se dit, tiens, peut-être qu'avec la Russie, je peux avoir le même type de force ? En même temps, il dit, la gestion des tarifs douaniers, en fait, je recule au 1er août parce que ça devait être le 14 juillet. Donc, je montre que je sais négocier. Je sais que je vais obtenir des tas de concessions d'à peu près tout le monde. Et donc, de toute façon, ça sera une victoire le 1er août. Et ceux qui ne plieront pas, en fait, payeront le prix car ils ont plus besoin de moi que moi d'eux. Et puis, il se dit, en fait, je peux montrer que je suis un chef de guerre. En fait, chef de guerre, c'est super. Il y a un moment Trump, sur notre plateau, l'autre jour, Thierry Breton, il n'est pas suspect d'être pro-Trump. On peut pas dire. Non, qui dit, je dois avouer qu'il se débrouille pas mal. Les cours de la bourse. Tant de commentateurs ont dit, vous allez voir, ça va être l'apocalypse avec les droits de douane. Non, au lieu de ça, la bourse est en train de monter. Si on regarde sur un mois, tout le monde... Et les recettes douanières américaines aussi. Alors, très largement, pas suffisamment pour renflouer le déficit commercial, mais suffisamment pour assécher ce que Stephen Miller expliquait dans sa note de décembre de l'année dernière, où il disait, en fait, nous devons faire baisser le dollar est en chute libre. Sa valeur par rapport à l'euro, vous voyez la courbe, elle est impressionnante. Trump aime ça. Il le veut. Nous devons assécher les marchés financiers pour qu'ils payent la dette, notre dette, et on doit leur vendre des produits, en échange de quoi on les protégera, puisqu'ils sont infoutus de se défendre eux-mêmes. Et en fait, dans la réalité, tout est aligné avec une rationalité qu'on n'avait pas vu venir, ou en tout cas que les ennemis de Trump se refusaient à prendre en compte en considérant qu'il était dingue ou fou. Pas du tout. Il a une rationalité parfaite, totale. Et quand Thierry Breton, qui effectivement non seulement n'aime pas Trump, et Trump l'aime pas beaucoup non plus, dit en fait il se débrouille pas si mal, en fait tout le monde découvre qu'il y a une rationalité structurelle très cohérente chez Trump, dont les excès masquent la dureté, mais il a une colonne vertébrale qui est business, le rapport coût-avantage. Alain Bauer, si on regarde froidement les choses, le rapport de force États-Unis-Russie, je ne sais pas si vous voyez sur Instagram, c'est la mode maintenant, il y a des jeux, et on affronte deux puissances, n'importe laquelle, et on fait un Kriegspiel, on fait Luxembourg versus n'importe quoi, enfin voilà. Et Suisse. Suisse, si vous voulez. Qui gagnerait ? Et puis on met les troupes, l'aviation, etc. Russie, États-Unis, en l'état réel, indépendamment de Trump, de Poutine, de tout ce qu'on voudra, est-ce qu'il y a un tel différentiel de puissance aujourd'hui ? Non, pas sur le nucléaire. Sur tout le reste, oui. En fait, la Russie a d'immenses capacités conventionnelles vieillissantes. Sa guerre en Ukraine l'a dépouillée d'une partie, y compris de ses équipements modernes. Elle a un avantage sur les drones, mais non pas les siens, mais les drones iraniens, parce que désormais, elle les produit sur place, ce qui explique, hier, il y avait 700 drones qui ont attaqué l'Ukraine, et elle arrive à en produire, on va dire, une dizaine de milliers ou une vingtaine de milliers par mois. La Chine annonce qu'elle peut en produire 300 000 par mois. Ça vous donne une idée. Les États-Unis sont très en retard parce qu'ils fabriquent des gros drones lourds dans une logique de dissuasion. Tu m'attaques avec un petit drone, je vais t'en envoyer un très très gros. GBU 57 sur l'Iran. Mais au-delà de ça, la Russie est capable de faire très mal
aux États-Unis. D'abord parce que les dômes peuvent pas couvrir l'ensemble des États-Unis, ils peuvent couvrir des morceaux. Vous avez vu qu'ils sont efficaces en Israël, par exemple, à 90%, mais seulement à 90%. L'ampleur des dégâts de l'attaque iranienne et houthie en Israël est encore pas totalement estimée. Par exemple, le plus grand institut de recherche d'Israël a été très dur, l'Institut Weizmann, a été extrêmement touché, et les drones ciblés, notamment à Nevatim, pas loin de la centrale nucléaire de Dimona, montrent à quel point les Iraniens ont réussi à avoir des nouveaux drones, et le tout nouveau Shahid est un drone d'une très grande puissance et en plus d'une capacité à s'évader des systèmes anti-missiles et anti-drones qui est très importante. Donc pour l'instant, on peut dire que ça serait plutôt match nul. À la fin, la Russie perdra, mais la quantité de destruction et de morts américaines sur le sol américain serait probablement insupportable. Il y a une exaspération de Trump. Écoutez-le, qui utilise le mot bullshit pour décrire la manière... C'est gentil, quasiment. C'est quasi dans la bouche de Trump, c'est relativement gentil. Enfin, quand même, visiblement, l'idylle est terminée entre les deux. Je ne suis pas satisfait de Poutine. Je peux vous le dire dès maintenant, car il tue beaucoup de gens, et beaucoup d'entre eux sont ses soldats. Ses soldats et leurs soldats pour la plupart. Il y en a maintenant 7000 par semaine, et je ne suis pas content de Poutine. Si vous voulez savoir la vérité, Poutine nous raconte beaucoup de conneries. Il est très gentil tout le temps, mais ça ne veut rien dire. Alors ça sont les paroles. Quels sont les actes qui peuvent suivre? Est-ce qu'effectivement, dans les heures, dans les jours qui viennent, Trump peut dire donner tant d'armes aux Ukrainiens, aux Polonais, aux Baltes pour ennuyer Poutine? D'abord, il y avait beaucoup d'armes qui étaient gelées en Pologne, qui avaient déjà été envoyées, sur la base du vote Biden. Ce sont des armes Biden. Dans le cadre de l'armement qui a été envoyé par les États-Unis, il n'y a pas eu $1 voté par l'administration Trump. On est dans le solde de l'administration précédente. Et comme il n'y avait pas assez de stock, il a fallu recréer du stock. C'est une des difficultés. La guerre Israël-Iran a encore réduit les stocks et pris une partie importante des flux d'armes nouvelles. Donc c'est un peu compliqué, ce qui avait expliqué cette espèce d'interruption momentanée. Sur le thème, on est quand même très bas. Pas aussi bas que ce que disait l'administration du Pentagone, mais quand même relativement bas. Là, il est en train de débloquer les livraisons qui étaient prévues. Donc, en fait, le flux de livraison a repris. Et puis, ce qu'il dit, c'est que, notamment sur les Patriotes, qui est le sujet le plus important du dôme de fer ukrainien, il y aurait une reprise et une augmentation, ce qui veut dire que soit il y aurait un budget supplémentaire qui serait voté par le Congrès, soit il va prendre sur l'énorme budget qui vient d'être le Big Beautiful Bill pour faire des transferts avec un executive order. Ce qui serait nouveau, ça serait le premier élément Trump d'aide à l'Ukraine. Pour l'instant, l'Ukraine ne vit que sur des décisions Biden. Quand on voit ce que disait Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, beaucoup de commentateurs ont ricané il y a quelques jours, et tout à coup on se dit, tiens, ça ressemble quand même à ce qui est en train, en tout cas, ce serait le prodrome de ça. Rutte dit, ne soyons pas naïfs, si Xi Jinping attaque Taïwan, il commencera par appeler son partenaire de second plan, Poutine, à Moscou, et lui dira, je vais faire ça, j'ai besoin que vous les occupiez en Europe en attaquant le territoire de l'OTAN. Est-ce que ce scénario, à l'embryon, est en train de se produire? Mais il est déjà écrit. Il a été écrit juste avant la campagne d'Ukraine. Il a été écrit au moment où Xi Jinping demande à Vladimir Poutine de décaler de quelques semaines l'opération. Je le raconte d'ailleurs dans Menace sur Taïwan. C'est une histoire vraie, hein, donc les coulisses, c'est la vérité, un peu enrobée, on va dire. Mais la fameuse archive où on les voit tous les deux pendant les JO, n'est-ce pas? Et les deux déclarations. C'est ça, les deux compères. Et deux déclarations, une des ministres des Affaires étrangères et les deux qui font une déclaration solennelle, suivie d'une deuxième rencontre. Et là, ils organisent la logique qui est, est-ce que les États-Unis peuvent faire deux guerres en même temps? Réponse, d'après les Américains eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire deux guerres en même temps. Et la démonstration par l'Iran a été de dire jusqu'où on peut affaiblir les Américains sur une question essentielle, la production d'armes, la production de munitions et le contrôle des stocks. Car les Coréens du Nord, les Chinois et les Russes ne détruisent jamais leurs vieux stocks. Jamais. Ils les gardent, on ne sait jamais, ça peut servir. Et vous voyez sur le terrain ukrainien des T-54 de 1954, des T-72 de 1972, des T-82, c'est des chars de 1982, des vieilleries absolument invraisemblables. Qui servent quand même. Bah, ça sert. De toute façon, ça peut servir, donc ça sert. Et comme c'est une immense boucherie et que la logique, c'est la masse
contre la technologie. La Chine a compris quelque chose depuis la guerre de Corée, qui est le modèle de la guerre d'Ukraine et le modèle des guerres à venir, c'est la masse et la technologie. La Chine réarme en haute technologie autant qu'elle réarme en quantité. Elle a décidé de faire les deux, car elle se dit désormais prête, en affaiblissant et en amoindrissant les stocks et la capacité de résistance des Européens d'un côté, des Américains de l'autre, en fixant des points de fixation. La Moldavie ici, l'Estonie peut-être un jour, les pays baltes, parce que pourquoi pas. C'est pas qu'ils veulent les envahir, c'est qu'ils disent ça va mobiliser suffisamment d'équipements et d'éléments pour que, in fine, nous obtenions soit un cessez-le-feu à nos avantages, et c'est vrai que les Russes ne reculent plus depuis très longtemps, et ils gagnent 1 mètre par-ci, 1 mètre par-là, mais on ne peut pas dire qu'il y a une reprise du territoire par les Ukrainiens. Et deuxièmement, pour obtenir d'ici 2032, a dit le président Xi Jinping, alors d'abord c'était 2038, puis 2035, puis 2032, donc ça se rapproche, la récupération de Taïwan, parce que Taïwan, disent les Chinois, c'est à nous et ça sera à nous et à personne d'autre. On comprend en vous entendant que la coopération, l'axe est formé. Il y a un axe Russie-Chine beaucoup plus fort que ce qu'on disait. Mais il y a des accords industriels, des accords financiers. Exemple les drones. C'est Bloomberg qui en rend compte. 10 000 drones par mois. Alors ça paraît relativement faible par rapport à la masse, mais c'est un bon exemple. Construit en Russie grâce à la Chine. Société russe qui construit un vaste réseau d'approvisionnement avec des partenaires chinois pour fournir des milliers de drones à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Les documents révélés par Bloomberg comprennent les notes de service, etc., etc. Rappelez-vous l'époque où beaucoup de commentateurs, pas vous avez toujours dit cela, mais beaucoup de commentateurs disaient « Ah non, la Chine, elle va rester prudemment à l'écart ». Pas du tout. Pas prudente. Et il faut lire ce que dit Xi Jinping. Vous savez, je passe ma vie à lire ce que disent les dictateurs, les terroristes. Enfin, vous lisez les intégrales. C'est fastidieux souvent. Oui, mais c'est bien. Mais, discours de Xi Jinping, avant de venir chez vous, j'ai lu le rapport financier de la Banque centrale de Russie. Ça. Combien de pages Non, ça, je vous ai fait une petite synthèse, mais ça en fait 87. Il faut se farcir quand même, si je veux me permettre. Je vais vous dire 86. Voilà. Et ça, c'est la force d'Alain Bauer, parce que les ricaneurs disent souvent Alain Bauer bluffe, etc. Alors, vous avez vos qualités, vos défauts comme tout le monde, mais vous lisez les intégrales, ce qui est rarissime, parce que généralement... Et donc, la Banque centrale de Russie vous dit, en fait, à la fin, nos réserves, c'est plus que des réserves d'or. Donc, nous comblons l'absence totale de l'argent, la baisse des ressources pétrolières, la baisse des ressources financières. Nous faisons des espèces de contrats d'équivalent rouble, qui n'ont donc de valeur que en rouble, etc. Et en fait, l'essentiel de nos échanges aujourd'hui, c'est avec la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Et en fait, c'est du troc. Mais nous avons des réserves d'or et d'autres sujets. Et donc, notre situation financière se dégrade massivement. L'inflation reste à un niveau extrêmement élevé. Il n'y a plus de réserves sur les retraites. Le fonds social a été mangé par l'économie de guerre. Alors, du coup, le niveau de chômage est bas. Mais la situation est ainsi que les gens ne peuvent, par exemple, plus avoir de prêts pour acheter un logement. La Banque centrale l'écrit, personne ne le lit. En plus, ils le font en anglais, des fois qu'on ne maîtrise pas bien le cyrillique, donc on ne peut pas dire qu'ils le cachent. Ils ont une gouverneure de Banque centrale qui mériterait, elle, le prix Nobel. Parce qu'elle a réussi à préparer cette guerre, tenir cette guerre, tenir à bras le corps, l'équilibre financier d'un pays en guerre, coupé d'à peu près tout, même s'ils arrivent à faire... Et on se rend compte malgré tout qu'elle ne cache rien de la réalité. Mais personne ne lit les rapports de la Banque centrale russe. Est-ce que ça rend ce régime d'autant plus dangereux ? Lerner, hier sur notre antenne, le patron de la DGSE, disait attention, ils croient réellement, leur délire paranoïaque n'est pas fin. Ils croient réellement que l'OTAN, ou appelons-le comme on veut, en tout cas cette idée selon eux que... Nicolas Lerner, dans cette excellente interview, c'est quand même la plus belle interview d'un patron de la DGSE, depuis Alexandre de Maroche et Christine Ockrent chez Bernard Pivot, et encore Alexandre de Maroche n'était plus en fonction. Donc je tiens à saluer l'exploit qu'a été cet entretien, et puis la qualité et la franchise... il vous a pas berné, il vous a pas enfumé, Nicolas Lerner. Il a été plutôt... Merci il a été brut de décoffrage. Quand il dit effectivement, il faut se méfier parce que les Russes, et en particulier Poutine, et peut-être davantage que Poutine, autour de lui, ils croient réellement que l'OTAN veut les faire tomber, veut leur... Bien sûr, c'est ce qu'il croit depuis 1999 et l'opération de l'OTAN en Serbie. C'est pas qu'il y croit. Lui était l'homme d'Evgeny Primakov. Il était l'homme de l'Ouest à Moscou. Vladimir Poutine, jeune secrétaire du comité de sécurité nationale, était l'homme qui démantelait les ICBM, les missiles longue portée russes, sous le contrôle d'agents de la CIA. Il l'a raconté lui-même. Moi, je le raconte, mais parce que je vais chercher les archives. Mais là, c'est une archive vidéo. C'est pas un document secret déclassifié ou passé en clandestin. Donc, il raconte ça et il dit...
Evgeny Primakov a un plan de paix pour ce qui se passe en Serbie et en ex-Yougoslavie, parce qu'il y a des massacres partout. Il est de bonne volonté, il part pour New York et Washington, et sur le chemin, il reçoit un coup de fil dans l'avion du Conseil à sécurité nationale américain qui dit « Bon, t'es gentil Evgeny, donc viens, on va prendre un pot, mais en fait, on a déjà décidé qu'on allait bombarder la Serbie pendant 99 jours. » Primakov rentre à Moscou, convoque le Conseil de sécurité nationale et dit « Tout est fini avec l'Ouest. Tout est fini. » Pendant des dizaines d'années, nous avons cru qu'ils étaient les gentils et que nous étions les méchants. En fait, ils sont les mêmes. Désormais, notre confrontation avec l'Occident est écrite. Nous devons nous préparer au conflit. C'est comme s'ils avaient découvert que les démocraties libérales occidentales peuvent être aussi, et tant mieux, de votre point de vue, aussi brutales, aussi impériales, aussi... Oui. Il faut rappeler, les grandes puissances européennes ont été des grands empires. Coloniaux. Oui. Et ben oui. Et ben ce jour-là, 99, donc pendant 10 ans, nous avons eu une paix avec 3 règles imposées par Gorbatchev que nous avons respectées, mais à la ligne. Pas d'intervention à Kaliningrad, l'enclave russe en plein milieu de l'Union européenne et des pays baltes. Pas d'intervention en Géorgie, pas touche. Pas d'intervention en Ukraine. Et nous avons respecté le deal. Respecté. Jusqu'à 99, où les États-Unis décident que pour cesser des massacres, alors indiscutables, il fallait le faire. Ensuite, il y a le Maïdan. Le Maïdan, c'est la révolte du peuple ukrainien contre le gouvernement pro-russe qui a pris la place d'un gouvernement pro-occidental de manière très démocratique. Et les Russes disent c'est un coup d'État, ça n'est pas une élection. Depuis 2014, vous avez organisé un coup d'État. Parce que dans leur vision complotiste, ça ne peut être que des manœuvres. Ouais. Oui, il y a eu beaucoup de morts au Maïdan et c'est un sujet qui est encore aujourd'hui un peu douloureux pour tout le monde. Mais en fait, quand Zelensky arrive, c'est un russophone qui vient de la zone la plus russophile de Russie et Poutine parie sur Zelensky. Il pense que c'est l'homme qui va lui permettre de reprendre pied en Ukraine. Et donc, il a une double déception. La première déception, c'est que Zelensky se transforme en Churchill, et c'est un peu inattendu. Personne n'aurait parié sur ça. Et puis, deuxièmement, parce qu'il perd le pied dans l'élément essentiel, qui est Kharkiv-Kharkov, la deuxième ville d'Ukraine, qui est russophone, qui fait un recours pour ne pas parler russe, et pour ne pas parler ukrainien, mais russe, et continuer à parler le russe à la place de l'ukrainien, langue officielle, quand même assez particulier. Et en fait, le jour de l'invasion, alors qu'il attend d'être reçu en héros avec des pétales de rose, Kharkiv et Kharkov, il y a les 2 orthographes, se rebelle et se bat contre l'invasion russe. Vous décrivez, d'ailleurs, je recommande votre livre, c'est fait comme Opération Zelensky. Cet engrenage-là, est-ce qu'il peut arriver un jour à ce que les Russes, dans leur surenchère militariste, tentent une action, par exemple contre les pays baltes, en se disant on attaque avant d'être attaqué? Alors, je crois leur fantasme. Non, je crois qu'ils créeront des abcès de fixation parce qu'ils ont bien compris que ça nous mobilisait beaucoup, que ça nous terrorisait beaucoup. Il nous a pas parlé de sa bombe nucléaire, mais ça va revenir probablement. Il y a toujours un moment où ils ont besoin de bombes. La Moldavie, dont ils n'ont absolument rien à faire, qui ne les intéresse pas, mais ils gardent des soldats là-bas. Qui rapportera rien. Mais si, c'est un abcès de fixation. Donc, face à la Roumanie, face à la Moldavie, ils se disent ça peut toujours servir. Ils lancent des opérations de déstabilisation et de désinformation dans beaucoup de pays. Je rappelle que dans les pays baltes, il y a entre 25 et 34% en Estonie et Lettonie de la population qui est russophone et qui est historiquement russe. Et donc, ils se disent, c'est une marge de manœuvre et donc on peut... vous avez vu ce qu'ils ont fait en Roumanie, c'est pas si simple. La question hongroise est toujours un peu complexe à traiter. Ils se disent toujours que tant qu'on affaiblit l'adversaire, on n'est pas obligé de l'envahir. Ça n'est pas un enjeu. Mais par contre, le faire croire, créer des opérations de déstabilisation importantes, et vous avez vu que les services secrets des 3 pays baltes ont dit, non mais les gars, nous on sait qu'ils veulent nous déstabiliser, créer des abcès de fixation, Par contre, si par hasard, ou par malheur, il y avait un événement sur le corridor de Slovaquie ou Kaliningrad, alors là, il y aura une réaction russe d'une extrême brutalité. Et donc, il faut aussi faire attention aux provocations et aux provocateurs. Est-ce qu'on vit un moment très grave où les Américains sont un peu moins fort que ce qu'on pensait? Il y a beaucoup de signaux sur le fait que, ce que vous disiez, c'est que face aux Chinois, peut-être, il y a des Kriegspiel qui montrent qu'ils perdraient un certain nombre par exemple, de porte-avions dans une guerre contre les Chinois. On vivait beaucoup dans l'illusion quand même qu'on avait le grand frère américain derrière nous. On pouvait s'agiter qu'en cas vraiment de pépin, il allait nous protéger. Sur la zone Indo-Pacifique, les Chinois ont plus de porte-avions modernes il n'y a de porte-avions américains. Globalement, il y a plus de porte-avions américains que de porte-avions chinois, mais beaucoup de ces porte-avions sont anciens
et surtout sont fragiles parce que les Chinois vous disent mais nous on n'a peut-être pas vraiment besoin de porte-avions, on a besoin de porte-drones. Et quand ils vous sortent au salon le Bourget chinois, dont je n'arrive pas à prononcer le nom donc je vais pas essayer, un porte-drone, un avion porte-drone, un bateau porte-drone, une barge porte-drone et même un sous-marin porte-drone avec 10 à 20 000 drones dans chaque porteur, on se rend bien compte qu'on n'est pas avec nos 12 avions sur un bateau. Et en plus, ils n'ont du coup pas besoin d'une immense flotte autour de ce bâtiment. Un porte-drone avec 10 000 drones, ça vaut 10% du prix d'un porte-avions. C'est très angoissant pour nous. On a quand même vécu dans l'idée, moi je me rappelle la guerre du Golfe, la première, 91, on se disait, quand même, face aux soviétiques, la puissance américaine avait beaucoup d'avance. Ce n'est plus le cas. Non, parce que les Chinois ont décidé de se réarmer, qu'on l'a pas vu, enfin qu'on n'a pas voulu le voir, parce que j'ai beaucoup de collègues à Singapour, en Inde et ailleurs, qui sonnaient l'alarme. Mais comme toujours, une fois une catastrophe arrivée, vous passez votre temps à découvrir qu'il y a des tas de gens qui vous ont dit Fukushima, c'est pas une bonne idée de le construire ici, ce truc-là, attention, ils vont nous tomber sur la figure. Les collègues qui ont expliqué le 7 octobre, que le 7 octobre allait arriver en juillet, collègues israéliens, mes collègues, qui ont écrit dans des notes très publiques, académiques. Vous savez, il va se passer quelque chose, en train de se préparer. Et le service du renseignement militaire qui dit oui, non, ils peuvent pas. Enfin, l'arrogance est un truc très compliqué, donc faut être très prudent. Nicolas Lerner était très honnête là-dessus, en disant on récupère beaucoup d'informations, on a un vrai sujet sur l'analyse qui doit montrer une sorte de réarmement. D'ailleurs, jusqu'à 2015-2016, l'attentat de Nice, on savait pas empêcher un attentat en France, on en empêchait très peu. Depuis, la DGSI comme la DGSE, d'ailleurs dirigée dans les deux cas par Nunez puis Lerner, ont réussi à empêcher 10 fois plus d'attentats qui n'ont pas eu lieu que ce qu'on faisait avant. Donc c'est un changement de paradigme, accepter de croire que ce qu'ils disent est possible et ne pas les sous-estimer. Tout à fait dans ce que vous dites. Écoutez, cette archive extraordinaire qui date de 2023. Poutine et Xi Jinping qui dit « L'avenir est à nous, cher ami ». Et beaucoup de commentateurs à l'époque ont dit « Oui, mais enfin on exagère ». Non, on n'exagère pas. Ils disaient déjà ce qu'ils allaient faire. Écoutez. Dernier avis, votre lecteur PDF est obsolète. Sans mise à jour immédiate, vous ne pourrez plus ouvrir ce qu'ils allaient faire. Écoutez. Des changements qui ne se sont pas produits depuis 100 ans arrivent et nous les réalisons